ici. Donc, premier point, l'émergence de la modernité. Rassurez-vous, je ne ferai pas beaucoup d'histoire. Ce qui m'intéresse, c'est l'aspect contemporain. Mais il est quand même important d'avoir une perspective historique globale. Parce que c'est quoi l'origine de la modernité au point de départ? J'admets que je suis un philosophe des sciences, vous le savez, et j'ai tendance à donner à la science un rôle important. Je vous parlerai tout de suite de Descartes, mais Descartes n'est rien sans Galilée. Qu'est-ce qui s'est passé en l'affaire Galilée en 1633? C'est que des positions qui étaient théologiquement non reconnues étaient défendues par un scientifique. Mais étaient défendues par un scientifique, ça veut dire quoi? Avec une argumentation rationnelle, avec des développements mathématiques et avec des considérations empiriques. Donc Galilée apparaît véritablement dans ce sens-là comme un des fondateurs de la science moderne. Et l'affaire Galilée, c'est la confrontation entre une vérité qui vient de la science et les vérités théologiques. Cette confrontation a une histoire, hein, je ne veux pas tomber dans la caricature, mais si vous voulez, dans le discours médiéval, le discours rationnel, le discours philosophique, hein, est second par rapport au discours théologique. S'il y a conflit entre le discours rationnel et le discours théologique, on tue celui qui tient le discours rationnel. Hein. Je suppose, enfin, je fais de l'humour, mais c'est effectivement ce qui est arrivé avec Giordano Bruno. Bon. Galilée a sauvé sa peau. Galilée a sauvé sa peau, hein. Mais il a bien fait. Enfin, je veux dire, il a signé comme quoi, eh bien, c'était bien le Soleil qui tournait autour de la Terre. Mais tout en sauvant sa peau, il a inauguré une démarche scientifique qui allait devenir tout à fait prépondérante. 4 ans plus tard, 1637, les méditations cartésiennes. Descartes, fondamentalement, il pense l'affaire Galilée. Mais il ne le dit pas. Et d'ailleurs, c'est quand même assez clair, puisqu'il a quitté Paris pour aller aux Pays-Bas pour sauver sa peau. Pour sauver sa peau. Dans les méditations cartésiennes, lui qui est mathématicien, il dit quel est l'archétype du rapport à la vérité? C'est l'évidence mathématique. Si on vous dit 4 et 4 font 8 et 8 et 8 font 16, on n'a pas besoin d'être demandé au pape s'il est d'accord. C'est une évidence qui s'impose à vous. Descartes dit, il y a un nouveau rapport à la vérité qui est important. La vérité, pour tout être de raison. Au Moyen-Âge, on était des êtres de raison. La raison, c'est le plus beau cadeau que Dieu ait fait à l'homme. D'accord. Mais comme Dieu a fait le cadeau à la raison et aussi la révélation, le Moyen-Âge s'est construit sur la présupposition qu'il ne pouvait pas y avoir de contradiction entre la raison et la révélation. L'affaire Galilée, c'est tout le contraire. Et Descartes, c'est tout le contraire. C'est de dire que s'il y a des évidences qui s'imposent à la raison de matière mathématique, eh bien les théologiens doivent revoir leur copie. Ça, c'est une révolution culturelle. On a parlé de mai 68, c'est de la petite gnognotte à côté de ça. Qui dit la vérité dans une société? À partir de 1637, milieu du XVIIe siècle, se lance un courant de réflexion qui va dire que l'être humain, par la raison, est capable d'un accès immédiat à la vérité. Point. Pas seulement la vérité. 1785, 150 ans plus tard, Kant, un aristotélicien, dit, mais pour se donner une éthique, les humains, ils n'ont pas besoin de demander à Dieu. Kant, pour ça, introduit un schéma complètement différent du schéma médiéval. Le schéma médiéval, il vous dit, par la raison, on demande l'existence de Dieu, puis c'est Dieu qui dit le vrai, le bien, le beau. C'est Dieu le centre de l'univers. Pour Kant, je ne veux pas aborder la question de savoir s'il est croyant ou non, mais peu importe. Kant a été profondément marqué par les guerres de religion. Et il propose une philosophie en disant « La raison est incapable de démontrer l'existence de Dieu. Mais par la raison, l'être humain est capable de se donner une éthique universelle. » Universelle puisque tout être humain est doué de raison. Et si on trouve des critères du juste et des critères du bien qui sont strictement rationnels, ils sont donc universels. Je vous cite ici, enfin je mets l'impératif catégorie, je ne le lis même pas, mais c'est simplement pour vous dire, c'est le deuxième impératif kantien. Il est repris intégralement dans le premier document du Comité national consultatif d'éthique français en 1983. On est en plein débat contemporain. L'être humain, par la raison, est capable de se donner une éthique. Troisième élément, qu'est-ce qu'il en est au niveau du politique?
Mais si l'être humain, par la raison, est capable d'un accès à la vérité, est capable d'un accès de se donner une éthique, il est donc capable aussi de gouverner le monde. Et le pouvoir politique doit être justifié non plus par un extérieur au social, par Dieu, mais au contraire, il doit être choisi, sa légitimité vient de la population, au sens large, quoi qu'il en soit. Vous savez, c'est quoi le projet moderne? Le projet moderne, c'est le primat de la subjectivité. Ça veut dire que l'être humain, par la raison, est capable d'accéder à la vérité, est capable de se donner une éthique, est capable de s'organiser en société démocratique, ça veut dire justifié, non pas en fonction d'un extérieur social, mais en fonction de la dynamique sociétale elle-même. Vous ajoutez à ça le concept de progrès, qui date... Enfin bon, il faudrait faire un historique plus large. Chez Bacon, on trouve ça aussi, mais enfin, grosso modo, le concept de progrès qui s'est imposé dans le monde francophone, en tout cas, il vient de Condorcet, fin du XVIIIe siècle, lié aussi au démarrage de la révolution industrielle. On est au XVIIIe siècle. C'est ça, le projet moderne. Quand on parle de modernité, il faut se mettre d'accord, c'est de ça qu'on parle, ok? Et la question qui se pose maintenant au XXIe siècle, c'est de se dire, est-ce que ça a encore un sens? Première réponse un peu rapide, si vous voulez. Une analyse rapide pourrait dire, ben, ça crève les yeux que ça a un sens. Ce qu'on appelle les 30 glorieuses, 1945-1975, pour que vous voyez qu'on est en plein débat contemporain. Hein? Ben, au fond, une première lecture naïve pourrait parler d'un parfait accomplissement du projet moderne. Quand on parle de la science et de la technique, écoutez, la science et la technique, sur le plan de la connaissance, sur le plan de la réalisation technique, vont au-delà de ce qui était espéré. Newton ne pensait pas que l'humain irait un jour sur la Lune. Claude Bernard ne pensait pas qu'on ferait jamais des manipulations génétiques. Bon. L'éthique et le droit, mais la Déclaration universelle des droits de l'homme, en 1948. Mais c'est la transposition explicite et l'élargissement des intuitions de la fin du XVIIIe. L'organisation politique, le suffrage universel, le suffrage en France et en Belgique, date de la fin des années 1940. Donc vous avez, d'une certaine manière, le concept de progrès. Pour ceux qui ont... Enfin bon, il y a beaucoup de cheveux blancs, enfin moi j'ai des cheveux blancs aussi. Donc étant-nous dans les années 50, le concept de progrès, on l'a vécu dans notre quotidien. Et pourtant, on parle de crise.